Eh bien, chers amis, bonsoir. Vous êtes en compagnie de Pierre de Brest Buzz. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Ça fait plaisir de vous retrouver pour ces partages jour après jour. Bonsoir Samia, bonsoir à tous ceux qui sont avec nous et celles qui sont avec nous, bien sûr. Peut-être Aline qui va nous rejoindre. Alors, parmi nos menus de ce soir, je vous mets le focus avec la caméra dessus. Bien sûr, on va poursuivre cet ouvrage qui est tout un programme en lui-même de Jean Lassalle intitulé « Résistons », c'est le cœur de notre émission. On en est dans cette phase de l'ouvrage où il nous explique que c'est bon de s'en souvenir. Qu'est-ce qu'une campagne démocratique et pluraliste, une campagne présidentielle. La prochaine vient à plus grands pas que nous le voudrions d'une certaine manière, parce que c'est pas le tout d'avoir envie de changement, il faut savoir quoi proposer et évidemment c'est intéressant de se remettre en mémoire les circonstances de la dernière qui nous ont conduites à cette situation absolument désastreuse que nous subissons jour après jour. Il nous faut subir non seulement un président escroc, mais également tous ceux qui ont contribué à son élection et qui peinent à reconnaître qu'ils ont fait, oui, un mauvais choix, car ça n'est pas un choix digne d'un pays comme la France et un choix digne de la justice et du partage. Alors évidemment, on a aussi, parmi les nouveaux approvisionnements de ce soir, ce livre de Christian Péronne, dont j'aime tellement le titre « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ?» Vous remarquerez ce « il » en rouge dans la page de couverture. Covid-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance, c'est vraiment le mot qui convient le mieux à cet ensemble de bras cassés qu'on a à la tête de la France, qui savent très bien ce qu'ils font, donc ils n'ont aucune excuse, les amis. Bonsoir Mokfi Sam, merci de nous rejoindre avec autant d'enthousiasme et de smiley, c'est génial. Et puis, évidemment, face à autant d'absurdités, il faut s'en sortir comme on peut. Alors, j'ai pas résisté à l'achat de ce livre qu'à vrai dire, je connais pas, mais qui s'appelle Petit traité de la connerie, quoi. Il y a des moments, franchement, on a l'impression d'être dans un vaudeville. S'il n'y avait pas eu 25 000 morts pour rien, comme le relate Jean-Luc ou Jean-Jacques, pardonnez-moi pour lui, Herbstein, ou quelque chose qui ressemble à ça, le livre est en commande, on l'attend, hein, on ne pouvait pas les laisser mourir, voilà le titre de son livre, donc ça va rejoindre notre trio de livres. Alors dans ce livre Petit traité de la connerie, vous allez voir que les sujets ne manquent pas, voyez, au cas où certains manqueraient d'imagination. Au menu, alors il va falloir agrandir un peu si on veut arriver à quelque chose de lisible. Au menu d'un dîner presque parfait, une bonne flambée des coûts de la vie, le bio de supermarché, la carte flic, le diesel du ciel. Je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y en a vraiment une cargaison. Les autoroutes nous pompent. Et puis, vous voyez, ça va nous conduire à la fin de l'ouvrage à une théorie de la connerie. Non, pas d'incompétence, mais là-dessus je suis d'accord, je sais plus ce que j'ai raconté, mais l'arrogance certainement. Théorie de la connerie, à propos du titre de Christian Péronne, effectivement, mais bon, ça n'est qu'un titre parce que je vous rappelle que ça, c'est toujours une certaine source de plaisir, que c'est une intervention que nous avons synthétisée en prenant les 5 minutes, à la fois les plus affligeantes, mais aussi les plus vraies d'une certaine manière, sur l'émission qu'il a accordée à Sud Radio. Eh bien, 3500 vues, c'est pas tous les jours qu'on fait ce genre de visibilité sur notre modeste chaîne, qui d'ailleurs est sous la menace d'une fermeture, parce qu'on a 2 avertissements, donc au 3e, paf, tout est fermé. Et on n'a pas réussi à faire retirer à cette heure celui que nous vaut Planète 360. C'est un comble, hein, lors d'une interview de François Boulot par Natacha. Mince, j'ai un trou dans le nom, mais vous savez de qui je veux parler. Et donc, voilà où nous en sommes, quoi. Menace de fermeture pour avoir repris cette émission.
Donc, sans parler de la vidéo supprimée expliquant comment on peut se servir avec bénéfice de la vitamine C. Alors, on vous l'a remise d'une autre manière, enfin en version texte en tout cas, sur la communauté de notre chaîne YouTube. Bonsoir Aline, ça fait plaisir. Donc oui, encore une menace et... là, cette fois-ci, ça se corse. Hein. Il y a un organisme, Natachi Polony, génial, merci de votre aide. Donc, vous voyez, on est toujours évidemment étonné que ceux qui sont censés se démarquer un petit peu, encore que là, j'émettrais beaucoup de bémols, mais enfin, soit deviennent subitement nos ennemis, en tout cas n'acceptent à cette heure, ce changement, aucun arrangement, c'est-à-dire non seulement la vidéo, bon nous on la supprime évidemment sans discussion s'ils estiment qu'elle n'a pas à se trouver sur notre chaîne, mais pour le reste, l'avertissement qui va avec, ça c'est en leur ressort de nous le retirer. Et à cette heure-ci, eh bien, il n'est pas retiré, donc on est à 2 avertissements et bien sûr on est prévenu au troisième. La chaîne est fermée. Or, ces avertissements, il faut le savoir, ils surgissent non pas suite à la publication de ces vidéos, mais en moyenne 2-3 mois ensuite, ce qui fait que on en produit tellement au jour le jour qu'on finit par oublier tout ça. Et évidemment, on n'a plus aucune idée de quelles sont les vidéos qui pourraient présenter plusieurs mois après un danger. Hein. On a eu déjà plusieurs fois affaire à ce cas de figure, et c'est le cas de celle qui nous vaut le premier avertissement, dont j'ai même oublié le titre, tellement ça faisait longtemps qu'elle était publiée. Donc voilà, je referme cette parenthèse, parce que le but n'est évidemment pas d'être dans la plainte, mais en tout cas de vous expliquer la réalité telle qu'elle est. Alors, vous voyez, petit traité de la connerie, je pense que c'est quand même par là qu'on va commencer, parce que il faut se remettre, évidemment, de cette dose d'erreur. Enfin, moi, j'ai pas de mots, hein, quand et le professeur Christian Perron l'a expliqué de manière directe, avec, évidemment, les compétences qu'il a et que je n'ai pas. Ça veut dire que va falloir être sage. Je sais pas si c'est possible, Aline, je crois que c'est quelque chose qui se guérit guère quand on ne l'est pas. Enfin bon, si pour autant le fait de résister ne rentre pas dans le champ de la sagesse. Alors voilà ce que dit le 4e de couverture de petit traité de la connerie de Marilyn Vido. Alors c'est une juriste, j'espère qu'elle ne nous en voudra pas de citer les extraits. On va y aller petit morceau par petit morceau. Donc pour échapper à l'épidémie de conneries, hein, c'est vraiment compliqué, hein, je trouve, tellement non seulement c'est de la connerie, mais c'est du crime organisé, quoi, hein. Donc pour échapper à l'épidémie de conneries, véritable pamphlet, le petit traité de la connerie dénonce les nombreux reculs que la numérisation, hein, je vous renvoie également à l'édition live qu'on a fait il y a 2 jours à propos d'un très intéressant article publié dans Le Monde diplomatique. Donc vous avez l'intégrale de cet article version audio donc dans une de nos émissions d'hier ou d'avant-hier. Donc je vous encourage à le consulter. Il est vraiment très riche d'enseignements, hein. C'est à propos de ces nombreux reculs que la numérisation, la globalisation et la marchandisation impliquent. Toutes ces absurdités du quotidien, entre autres choses l'obligation pour moult tâches d'un téléphone mobile. On va bientôt plus pouvoir échapper à cette contrainte. C'est quand même incroyable qu'on n'ait plus le choix. Ces contrariétés auxquelles on s'habitue, et Dieu sait qu'elles sont de plus en plus nombreuses, et ces renoncements par lassitude. Donc vous voyez vraiment un 4e de couverture qui traduit bien notre état d'esprit. Fourmillant d'exemples, l'ouvrage est organisé en une partie théorie de la connerie qui déconstruit le discours dominant sur le progrès, la modernité et la norme, et une partie pratique de la connerie, collection d'aphorismes sur l'absurdité de notre monde. À lire absolument pour se déconfiner l'esprit. Alors l'auteur Marilyn Vido, eh bien, c'est une ancienne avocate engagée dans la défense du consommateur et des plus démunis. Coup de gueule et engagement, ça c'est à propos de l'édition, une petite collection dérangeante et citoyenne qui aborde tous les sujets cruciaux de notre société pour redonner la parole et permettre le débat. Alors avec quand même un petit bémol à ce genre d'ouvrage et de littérature, comme on l'a vu sur notre chaîne, c'est que dès qu'on dénonce et qu'on emploie des mots clés, il y a subitement un grand nombre de vues, mais il faudrait que ces vues, eh bien, évidemment, engagent l'action constante, parce que là, dans la situation où nous sommes, il y a lieu plus que jamais, non seulement d'informer, mais aussi d'agir. Alors voici
l'introduction de ce petit ouvrage qui fait tout de même, avec une écriture plus que fine, la modique somme, je vais vous dire ça tout de suite en nombre de pages, de 203 pages. Donc en voici l'introduction. N'hésitez pas à partager vos impressions et votre ressenti de cette lecture qui se veut, comme vous le savez, active et interactive, voire, soyons fous, éducative. Et donc voilà ce que dit cette introduction. Nous nous indignons souvent pour des petites ou pour des grandes choses, peut-être parce que nous aimons critiquer ou que c'est un devoir. C'est l'option que je choisirais, peut-être aussi parce que c'est presque une activité courante dans les conversations usuelles. Que sans se placer au-dessus de quiconque, chaque jour apporte son lot de nouvelles conneries à dénoncer, de nouvelles anormalités qui surprennent et énervent. Au mieux, on se regroupe dans des associations, voire dans des groupes politiques, et on manifeste parce qu'on est assez doué pour cela en France. Au pire, on rumine dans notre fort intérieur et on intériorise la colère. Mais pour beaucoup de choses, on n'atteint jamais le moment où la coupe est pleine, et c'est bien ça le sujet. Et on laisse passer, on ignore, on adopte l'indifférence, alors que toutes nos indignations sur l'organisation du monde et de la société ne pourraient tenir ensemble dans un seul livre. Certaines apparaissent néanmoins dans ce livre et ce sera l'objet de la partie pratique de la connerie, puisque j'ai essayé de traiter comme il se doit un sujet qui oscille entre sérieux et légèreté pour en faire un peu à la manière d'une parodie sommaire de cours d'université, un traité de la connerie qui porterait la prétention de la connerie docte et qui serait donc présenté en deux parties qui se répondraient. Une partie pratique de la connerie et une partie théorie de la connerie. J'espère que ça va nous aider à survivre à cette situation de connerie absolue. Tant qu'à se prendre au sérieux en écrivant un livre et à raconter quelques conneries certainement aussi, autant le faire en s'amusant parfois. Ce qui suit parle donc sur un mode ironique de toutes ces choses qui ne sont pas logiques et qui ne correspondent pas à ce qui était annoncé par l'autre, qu'il soit force gouvernementale, entreprise ou alter ego. De ce qui ne correspond pas à la réalité et à ses contraintes, mais aussi à une certaine forme de bon sens et de justice et de justesse, et qui peut aussi être parfois assez risible si l'on y réfléchit vraiment. Mon point de vue est donc que ce sont toutes ces choses idiotes qui forment la très vaste connerie du monde, le mal intricateur en quelque sorte et le péché originel qui serait devenu administratif et politique. Cela correspondrait d'ailleurs à la fois à la connerie ambiante du tout un chacun dans le système et à la connerie que génère le système lui-même, chacun pouvant aussi en avoir sa propre vision selon ses penchants politiques et le point de vue d'où il se place, puisque la connerie du monde est souvent administrativo-politique. Relever ce qui ne va pas et en rire, voilà donc bien souvent tout ce qu'il nous reste quand ça se termine bien. Même si le tragique n'est jamais loin avec son besoin de se révolter. À la fin, on pleure sarcastiquement de se voir dénoncer des choses sur lesquelles on n'arrivera cyniquement jamais à influer et qui resteront immuablement les privilèges des gouvernants ou de leurs créations absurdes. Le gouvernement français a, dès le début de la crise, cherché à décourager les médecins de ville de prescrire le traitement mis au point par le professeur Raoult, soit de l'hydroxychloroquine, dérivée d'un médicament utilisé contre le paludisme depuis 1935, associé à un antibiotique, l'azithromycine, alors que tout porte à penser que le traitement préconisé par le professeur Raoult est extrêmement efficace, particulièrement dans les débuts de la maladie, lorsque le risque de dégradation de l'état respiratoire est faible, au motif que ce médicament comporterait des effets secondaires qui seraient, après des années de prescription libre contre le lupus et la polyarthrite, plus dangereux que de rester malade du coronavirus. Par ailleurs, le gouvernement nous a imposé un confinement strict et range les gestes barrières que nous devons adopter sous le vocable de distanciation sociale, alors que l'usage des masques a fait ses preuves dans d'autres pays où l'isolement des patients malades a tenu lieu de confinement et au motif donc que la France a été incapable de subvenir aux besoins en masques des populations et à ceux des soignants. Évidemment, tout ça nous rappelle tous ces douloureux souvenirs des semaines écoulées. Et ce sont peut-être deux scandales qui seront un jour reconnus, le scandale de la chloroquine et de la campagne menée à son encontre, et le scandale des masques. Ce serait alors
de très grosses conneries à la limite des qualifications de crime ou homicide ou non-assistance à personne en danger, l'éthique du soin devrait se trouver plus haut placée que l'éthique de la recherche, surtout lorsqu'on est plongé en plein cœur d'une épidémie nouvelle et que l'on ne dispose d'aucun système de guérison sauf d'un traitement, quand bien même il ne serait pas passé à travers les cribles scientifico-administratifs des tests tels que pratiqués par les laboratoires pharmaceutiques. La vérité par les faits est la pragmatique plutôt que la vérité par le savoir, parfois devrait prévaloir. La connerie de nos gouvernants, c'est certainement aussi ce qu'à l'origine du mouvement des Gilets jaunes, les Gilets jaunes avaient voulu dénoncer, en plus d'être dans la précarité pour les uns, de payer trop de charges sociales pour les autres et de payer l'essence trop cher. Les Gilets jaunes, c'était juste avant le coronavirus. Les Gilets jaunes, c'est encore, à mon avis, après le coronavirus. En tout cas, je poursuis, les Gilets jaunes, c'était cette sorte de ras-le-bol généralisé des classes sociales qui tiennent leur compte, n'ont pas de travail ou même travaillent beaucoup et qui ont l'impression de jamais en avoir fini des injustices qui les concernent dans leur vie courante. Vous voyez, un constat sans concession, la connerie administrative et politique qui oppresse et qui révolte. Par exemple, il a fallu le coronavirus pour qu'en France, toutes les personnes à la rue soient enfin logées, comme si cela ne pouvait pas être fait en temps normal depuis des dizaines d'années que cela est demandé. Les Gilets jaunes, ça faisait donc beaucoup de monde entre ceux qui manifestent et ceux qui soutiennent sans aller manifester, de peur d'avoir à affronter les gaz lacrymogènes. Et tous ces gens, des plus satisfaits matériellement en apparence aux plus précaires ou revendicatifs, s'étaient trouvés d'accord sur un ras-le-bol, le ras-le-bol d'une connerie, sans toutefois vraiment réussir à préciser en quoi, au-delà des discours dogmatiques des partis politiques ou d'appartenance doctrinaire, ils se rejoindraient vraiment à part sur ce ras-le-bol. Les mouvements sociaux se sont tus avec l'apparition du coronavirus, mais les revendications patronales, elles, n'ont pas cessé et veulent imposer de travailler plus pour gagner moins sous couvert de gouvernance de crise. À l'heure où j'écris, le monde semble vivre un même combat, lutter contre un virus, et on en oublierait presque le virus de la connerie, tant il semble auréolé de toutes les vertus actuellement, gouvernance unilatérale d'état d'urgence. On entend cependant des choses incroyables comme le fait que le vaccin contre le Covid-19 sera testé d'abord en Afrique ou que les stocks de chloroquine auraient été rachetés au laboratoire Sanofi par les pays en voie de développement, alors que la France, elle, semble miser sur des molécules plus complexes et plus coûteuses, par la voie notamment de l'infectiologue Karine Lacombe. La politique semble ne plus exister depuis que l'état d'urgence a été instauré. Seule compte la lutte contre le virus, avec peut-être même l'ouverture à de plus amples gouvernances mondiales. Les médias semblent ne plus relayer des débats d'idées nationaux et politiques. Toutes les problématiques qui naguère occupaient les esprits se sont évanouies dans le paysage urgentiste. On attend la fin du confinement pour que la France et ses réseaux se reconstruisent. Mais comment ? Si certains espèrent que cette crise mondiale va être l'occasion de changer le monde, les autres n'aspirent qu'à reprendre les choses là où ils les avaient laissées et à amplifier leur pouvoir sur les classes populaires. Dans ce texte, vous trouverez donc quelques exemples d'absurdité, non-sens, crétinerie que nous fait gober la société, et plus particulièrement la société de consommation et du spectacle, des télécommunications et des start-up nations the world around, et qu'elle n'a pas l'intention de cesser de nous faire gober malheureusement, puisque la société de consommation et du spectacle post-confinement est déjà en train de s'inaugurer. Il semble cependant que l'immense mosaïque des ras-le-bol qui dénoncent la connerie du monde se fragmente au fur et à mesure qu'elle se constitue et que tel un immense traumatisme, elle ne puisse être reconstituée qu'au prix d'un effort de remémoration que j'ai justement entrepris dans cet ouvrage, mais que chacun est parfaitement en mesure d'élaborer en puisant dans ses archives de vie. Car toutes ces petites choses du quotidien, signes des temps qui dérangent, on les oublie très vite tant on est habitué à accepter, à renoncer, à s'adapter, à oublier. Et pourtant, ce sont bien elles qui impactent nos modes de vie réels et qui font que l'on est fatigué d'être irrité, fatigué de se heurter à des incohérences. Pour la majorité d'entre nous en général, on gueule, on accepte et puis on dit « c'est comme ça ». On fait avec, on s'habitue,
on s'adapte. Et ben moi, je ne m'habitue pas, les amis. Sauf que mises bout à bout, toutes ces choses forment le quotidien de nos vies et que beaucoup d'entre nous disent régulièrement « c'est la merde » car ils n'ont plus d'argent, plus de liberté, que tout est restriction, comptage, obligation, sanction. Le coronavirus est l'occasion de mettre un gros tour de vis sur les libertés publiques, sur le sens du contact entre humains et de modifier les règles du jeu social et planétaire. Je précise enfin que le propos de mon livre n'est pas de chercher qui est con, qui ne l'est pas, qui le serait un peu ou pas du tout à la façon d'un juge, car on l'est tous parfois, juge et con, mais de relever les causes éventuelles et les manifestations concrètes de la connerie telle qu'elle existe dans le système, dans le monde, dans ce qui est créé par le collectif humain. C'est à la connerie environnante que je m'intéresse, à la connerie du monde plus qu'à la connerie de chacun, même si c'est bien de notre monde qu'il s'agit et de notre responsabilité collective et individuelle parfois aussi. Et ce potlatch d'exemples cherche à en témoigner autour de 2 parties intitulées « Pratique de la connerie » pour une première partie et « Théorie de la connerie » pour une seconde partie. Alors merci pour vos commentaires, n'hésitez pas à continuer les amis, j'espère que cette mise en bouche vous aura donné la curiosité d'écouter ce qui va suivre. Donc bonsoir Gilles, bonsoir Samia, bonsoir Allgreen, bonsoir Aline, bonsoir Mokfi Sam, j'espère que j'en oublie pas, et puis ceux qui ne se manifestent pas encore sur le chat, n'hésitez pas à vous manifester. Donc vous voyez le titre pratique de la connerie. Alors on va rentrer un petit peu dans l'ouvrage pour que vous ayez une idée, même si les sujets vont être très variables et variés. Donc au menu d'un dîner presque parfait, une bonne flambée des coups de la vie. Le sujet ne faisait pas la une des médias, ni télé, ni presse écrite, mais aurait mérité d'urgence qu'on s'y penche vraiment. Le prix des denrées alimentaires ne cessait de croître antérieurement à la crise sanitaire. Environ 8 mois avant le virus, nous étions nombreux à constater une augmentation d'au moins 1/3 du coût de nos denrées non bio et à l'accepter tout au plus en pestant sur les prix de celles-ci en rentrant de ses courses hebdomadaires, comme si le seuil normal auquel se référer en termes de budget était devenu le bio et ses tarifs très élevés. On peinait donc à s'alimenter correctement et il n'était pas rare de voir des personnes qui cherchaient de la nourriture dans les poubelles. Pourtant, le sujet n'a jamais été d'actualité, pas plus qu'on ne voit poindre la moindre critique des prix pratiqués par les supermarchés suite à la crise sanitaire et qui augmente également de façon inquiétante malgré l'annonce qu'il n'y aurait pas de pénurie alimentaire et malgré l'affluence massive pour faire les courses dans ces endroits qui devraient presque faire baisser les prix. On va traiter 3 sujets pour aujourd'hui. Alors Aline nous dit ne jamais s'habituer. Bien sûr, bonsoir Gilles. Je reprends depuis le début. Salut Aline. Super, chacun s'organise comme il l'entend. Alors, le bio de supermarché. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui est écrit, mais on va d'abord prendre connaissance. Manger bio à l'origine ne signifiait pas manger un produit industriel devenu labellisé bio. Si, là, je suis vraiment d'accord. Mais revenir à des façons plus saines de manger, de se faire à manger, privilégier le frais et les légumes. Rien à voir avec un plat cuisiné Findus bio donc. Finalement, très d'accord avec tout ça, et peut-être que ça coûtait moins cher aussi. C'était le bio avant qu'il soit récupéré par les industriels comme étant un des marchés les plus prospères en ces années 2010. Finalement, très d'accord avec ce qui est écrit. Alors, voyons voir, pour terminer cette partie de l'émission aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que la carte flic? Ça faisait partie de nos sujets d'interrogation parfois, comprendre pourquoi les petits commerçants refusent la carte bleue pour les petits montants. Ils disent payer jusqu'à 0,50 €. Vous imaginez un demi-euro sur chaque transaction, carte bleue, quel que soit son montant, alors que les grandes surfaces n'ont aucun frais sur les transactions carte bleue. Alors pour ma part, dans le métier que j'exerce, quand on me donne 60 €, si je veux laisser les gens payer par carte bleue, il faut que je leur facture en fait 61,70 €, c'est-à-dire que sur 60 €, il y a 1,70 € de frais. Ils ne veulent pas des frais bancaires sur leurs petites transactions, ça on parle des petits commerçants, puisqu'ils ne bénéficient pas du régime de faveur des supermarchés et on peut les comprendre. Sans compter que le projet de supprimer l'argent liquide dans les tuyaux du gouvernement servira toujours plus à taxer les classes populaires au sens large, inclus les commerçants, les petits cadres, les salariés au-dessus du SMIC, etc. et à surveiller nos moindres agissements. Voilà.
ce que je peux vous lire aujourd'hui pour ces comment ça s'inscrit, 3 pratiques de la connerie, hein, au menu d'un dîner presque parfait, une bonne flambée des coûts de la vie, le bio de supermarché et la carte flic. Et demain, on abordera le diesel du ciel, les autoroutes nous pompent et les opérateurs nous grugent. Voilà, mais pour aujourd'hui, on va s'en tenir là parce que on va maintenant passer, avant de poursuivre Résistant, on va passer, mais c'est aussi une résistance, au livre de Christian Péronne. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ? Et donc, voilà ce que dit le 4e de couverture. Vous croyez savoir ce qui s'est passé ? Un médecin réputé raconte à quel point la crise du Covid-19 a été un désastre sanitaire. Le président, le Premier ministre, les ministres de la Santé, les experts, ils n'ont rien vu venir. Pourtant, il paraît que gouverner, c'est prévoir, selon un certain sujet de philosophie du bac. Plus grave, certains savaient. Un témoignage féroce, incontestable, inquiétant, un livre nécessaire sur tout ce qui n'a pas été dit. Le professeur Christian Péronne est aujourd'hui chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital de Garches. Pendant 15 ans, il a été l'un des principaux conseillers en matière de santé de plusieurs gouvernements. Et si vous écoutez l'émission complète sur Sud Radio, vous allez voir qu'on en apprend beaucoup. Il sait de quoi il parle, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il est également l'auteur, un livre très important pour ceux qui en sont atteints, de La vérité sur la maladie de Lyme. La vérité sur la maladie de Lyme. Alors, Gilles nous dit, Jean Lassalle démontre très bien que les politiques sont au courant des réels problèmes que nous traversons. Ils le savent, mais agissent quand même juste pour leurs propres intérêts. Ce sont des traîtres face au peuple. Merci de le rappeler, Gilles, c'est tout à fait ça. Et il faut qu'on ait de plus en plus cette conscience-là et qu'on arrête de prendre trop de gants pour les nommer faute ou par peur d'être impoli. Donc le titre du livre, vous l'avez sous les yeux. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ? Et je crois que nous avons déjà la réponse, mais après on va avoir tout l'argumentaire. Voyez, professeur Christian Péronne, Covid-19, l'union sacrée de l'incompétence et de l'arrogance. Bon, alors évidemment, quelle incompétence ? C'est aux éditions Albin Michel. Il est tout frais sorti de la librairie Dialogue de Brest. N'achetez pas, s'il vous plaît, par Amazon. Essayez d'aller voir votre libraire du coin. Vous ferez un acte citoyen. Cet ouvrage a été rédigé en collaboration avec Ambre Bartok, il faut le préciser. Qu'est-ce qu'on a au menu, si on peut s'exprimer ainsi? Eh bien, au sommaire, zut, on est en pénurie de masse, ça va être le scandale numéro 1. Alors, je découvre le livre avec vous, vous me pardonnerez, forcément, il est sorti aujourd'hui en librairie, et donc, vous allez avoir une série de scandales énumérés. J'espère que ceux qui n'ont pas encore réussi à ouvrir les yeux, ça va finir par savoir, et que vous allez être les porte-parole de tout ce que vous allez y apprendre, et que nous allons apprendre ensemble. Hein. Donc ce livre dénombre pas moins de 11 scandales, et puis ça se termine par des notes et des remerciements. Ça démarre comme il se doit par une introduction. Donc aujourd'hui, on va se proposer d'aborder l'introduction, et puis le scandale 1, zut, on est en pénurie de masques, et puis demain, aux surprises, on n'a pas assez de tests non plus. Enfin bon, il vaut mieux en rigoler, mais je vous assure que ceux qui ont perdu un des leurs n'en rigolent pas du tout. Donc franchement, cette situation, comme je vous le dis à plusieurs reprises, on n'a même pas de mots pour la qualifier, tellement c'est inimaginable que ça puisse se produire. Si, ça s'est produit, c'est vous dire l'état de cette démocratie qui n'est qu'une pantomime. Alors, introduction. J'aurais aimé ne pas écrire ce livre sur la crise du coronavirus responsable du Covid-19. J'aurais aimé ne pas entendre des idées partielles et partiales du conseil scientifique. J'aurais aimé ne pas assister aux dissimulations et aux atermoiements du gouvernement, et j'aurais préféré des actes. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Face à la plus grande pandémie de ce siècle, nos dirigeants ont au début constamment sous-estimé la menace. La ministre de la Santé a alerté le pouvoir, a observé, a attendu, puis a disparu. Elle a juste oublié de prévenir les Français. Elle et son successeur n'ont pas agi avec la détermination qui aurait été nécessaire. Face à cette crise sans précédent, les autorités nous ont répété longtemps que le système hospitalier français était prêt. Ce sont les mêmes qui le mettaient méthodiquement à genoux depuis des années. Ils n'ont pas écouté les retours de la majorité des médecins et des soignants qui protestaient contre cet aveuglement.
Face à un virus mortel, l'État nous a dit aussi qu'on allait avoir le matériel pour se protéger, malgré les témoignages glaçants des médecins et des pharmaciens qui affirmaient qu'ils n'avaient rien reçu et qu'ils ne voyaient rien arriver non plus. Eux aussi attendaient, mais contrairement à nos dirigeants, ils attendaient dans l'angoisse. Et puis on a été incapable pendant longtemps d'afficher les chiffres de la mortalité des personnes âgées en EHPAD et plus globalement au début de prendre la mesure de l'épidémie. On a masqué les pénuries de tout, mais au fil des semaines, il est devenu difficile de cacher l'incompétence, la dissimulation et l'inaction de ceux qui prétendent nous gouverner. Ces pénuries qui n'ont pas cessé ont contraint la France au confinement généralisé, mais aussi à déconfiner sans moyens. Il faut le dire, les Français, dans leur immense majorité, ont joué le jeu, mais si l'épidémie s'étendait, c'était leur faute. Ils étaient coupables d'un manque de civisme, selon le discours moralisateur et scandaleux de nos gouvernants. Les Français ont assisté, incrédules, à un festival d'annonces contradictoires et même, dans certains cas, à une valse de mesures et de contre-mesures. On leur a ordonné de rester enfermés, puis on leur a reproché leur insouciance, et même parfois leur prétendue paresse face à l'idée de travailler. Un ministre leur a même demandé d'aller ramasser des fraises pour sauver l'agriculture française. Est-ce le virus qui a transformé l'efficience et la transparence annoncées en un spectacle accablant, où l'incompétence s'est ajoutée à une arrogance de plus en plus insupportable ? Face à la grande pandémie de ce siècle, un conseil scientifique Covid-19, créé par l'Élysée, a d'emblée affirmé qu'il n'y avait pas de traitement possible. Ses membres ont ignoré avec majesté et dédain les résultats de l'étude du professeur Raoult, puis les statistiques de mortalité venues du monde entier. Face à cette guerre sans précédent, où il y avait le feu à la Maison France, les membres du Conseil réclamaient de prendre leur temps, beaucoup de temps, pour tout valider sur le plan scientifique, avant de prendre la moindre décision. Il fallait, par une longue, très longue procédure, vérifier que la lance à incendie était homologuée avant de se risquer à combattre les flammes. Malgré le fait que nous étions en guerre et que la rapidité est toujours la clé d'une victoire sur l'ennemi. Face à un virus très contagieux et mortel pour les plus fragiles, une poignée de décideurs, de hauts fonctionnaires du ministère de la Santé, conseillés par des médecins déconnectés du terrain, ont envoyé des milliers de personnes, des millions plus tôt, au front, sans protection. Sans compter tous les autres soignants innombrables et héroïques, ce qui n'a surpris que ceux qui ne les connaissaient pas. On a vu des hommes plus occupés à se concilier les faveurs du pouvoir qu'à chercher un remède. Et on a vu aussi qu'ils se croyaient infaillibles et restaient sourds aux suggestions de leurs collègues. Un crime de lèse-majesté. Combien de laboratoires de biologie, incluant des laboratoires de recherche, se sont proposés de faire chacun des milliers de tests diagnostiques par jour ? Mais contrairement à l'Allemagne, qui grâce à cette mobilisation des biologistes, a pu réaliser des millions de tests, on les a ignorés. Leur technique n'avait pas encore été validée par le processus habituel. Cerise sur le gâteau, il faudrait aussi mentionner les nombreux conflits d'intérêts qui pourraient exister avec l'industrie pharmaceutique. Ces décideurs devaient avoir le cœur bien accroché pour dire pendant des mois « on attend », pendant que des centaines de Français décédaient tous les jours, notamment nos aînés dans les EHPAD. La crise du coronavirus a plus durement touché la France que d'autres pays, parce qu'elle était gérée par des personnes, certes bouffies de certitude, mais n'ayant pour la plupart aucune expérience de la gestion de crise sanitaire. Alors qu'il fallait se mettre dans une logique de médecine de guerre, où chaque jour compte, elles ont poursuivi leur train-train quotidien comme si de rien n'était. Nos dirigeants nous ont, à plusieurs reprises, fait la leçon, en disant que c'était facile de critiquer a posteriori et de donner des conseils déplacés quand c'était trop tard. Pour ma part, je ne me considère pas comme un combattant de la troisième mi-temps quand tout est terminé. J'ai toujours tenu le même discours depuis le début de la crise et, contrairement à certains, n'en ai pas changé en cours de route. Il est vrai que j'avais 15 ans d'expérience de la gestion de crise sanitaire auprès du ministère et reste fier du travail accompli. Le plus dur pour moi pendant la vague pandémique a été de prêcher dans le vide. Combien de morts auraient pu être évitées ? Mais déjà, mes défauts bien français, le dogmatisme l'a emporté sur le pragmatisme. Heureusement, ça n'a pas été le cas dans beaucoup de pays.
Les Gaulois réfractaires se souviendront de ceux qui les ont abandonnés dans la tempête. Même épuisés, nous nous relevons aujourd'hui, nous n'attendrons pas que la poussière retombe, comme l'a si souvent demandé sans honte le président de la République. Car la politique, l'ont-ils oublié, est en liberté surveillée. La France attend des explications et certains devront rendre des comptes devant l'histoire. Donc voilà ce chapitre, enfin qui n'est pas un chapitre, qui est l'introduction, extrêmement dense, sans langue de bois, et faute de ressusciter ceux qui ont dû laisser la peau dans cette histoire, on a au moins la reconnaissance de cet état de fait, d'insouciance, d'inconscience, et bien pire que ça, de nos gouvernants qui n'ont en rien assumé leur poste. Alors oui, Gilles, je me suis précipité à l'heure où je le pouvais, à l'heure de midi, pour pouvoir récupérer ce livre, voilà. Et je craignais qu'il soit déjà en rupture de stock, mais ça aurait probablement été préférable. Mais là, je crois que je rêve un peu. Bonsoir Dominique, ça fait plaisir que tu sois parmi nous. C'est promis, il faut absolument que je fasse une photo de gratitude pour ce que l'on te doit, ces graines qui poussent fort bien. Aline nous dit étonné que les gens ne soient pas plus révoltés que ça. Moi, ça c'est un truc qui me dépasse, j'avoue franchement. C'est vrai qu'on a toujours tendance et c'est bien un grand tort, à penser que les autres devraient un peu penser comme nous, mais non, là, il faut se rendre à l'évidence. On n'est pas nombreux par rapport à ce que ça devrait être, à être révolté quand je vois tous ces masques, ou pas plus tard, justement, qu'au magasin Dialogue à la mi-journée. Là, je suis plus qu'inquiet de ces précautions qui arrivent simplement au mauvais moment, quoi. Bonsoir une femme du désert, Diana une femme du désert, super, c'est vraiment super que vous soyez là parmi nous, au moins ça nous remonte le moral et c'est ce qui nous reste, c'est nous remonter mutuellement le moral. Aline nous dit rendre des comptes, oui mais dans combien de temps? Ça justement il faut qu'on s'y mette tous les amis. Alors étudions ce scandale numéro 1, puis n'hésitez pas à commander, bien sûr je fais des pauses pour pouvoir lire avec grand bonheur vos commentaires, qui est le signe évidemment d'une part de votre intérêt et puis surtout de votre participation, c'est ça qui importe. Donc scandale 1, zut, on est en pénurie de masques, hein. C'est quand même incroyable. Encore une fois, j'insiste, mais il faudrait que je vous remette le lien. Allez voir, c'est l'émission complète, hein. Moi, j'ai mis qu'un court extrait dont je suis content du succès, mais il y a une émission d'1 heure. André Berkoff a interviewé Christian Perron, et là, je peux vous dire que c'est sans langue de bois, et c'est vraiment intéressant. Donc, vous allez trouver beaucoup de détails. Donc, scandale 1, zut, on est en pénurie de masques. La terrible crise sanitaire que nous avons traversée a été un formidable révélateur de ce qu'est réellement le pouvoir et notre président. Celui-ci n'a pas attendu pour mettre en cause ses prédécesseurs, les blâmant, sans aller cependant jusqu'à les nommer pour leur imprévoyance. C'est du moins ainsi qu'il a présenté la situation. Franchement, s'en prendre à eux pour détourner l'attention, ça ne se fait pas. À partir de 2011, il a été considéré que nous n'avions plus besoin de stock de masques, nous rapporte la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye le 20 mars de cette année, a raison. On a en effet à cette époque 1 milliard de masques qu'on bazarde. Le président d'alors étant Nicolas Sarkozy, notre colère ne doit pas se tromper de destinataire. Or, je relis l'avis du Haut Conseil de la Santé publique, HCSP, sur la manière de gérer les stocks de masques. Avis relatif à la stratégie à adopter concernant le stock état de masques respiratoires. Cet avis, je l'avais signé en tant que président de la commission maladie transmissible du HCSP le 1er juillet 2011. Je n'ai pas à rougir de ce texte, tout y était prévu, avec des recommandations précises pour l'État. Si nos autorités l'avaient suivi, on aurait limité la débâcle. En 2013, c'est François Hollande qui est président. Il décide de ne pas renouveler le stock de masques français. Marisol Touraine, ministre de la Santé du moment, ne scie pas. Jérôme Salomon ne prend pas non plus fourche ou flambeau pour acculer le chef de l'État d'alors à commander des masques. Et il est conseiller en charge de la sécurité sanitaire au sein du ministère de la Santé. Il sait de quoi il parle tout de même. Et à ce moment-là, il nous dit clairement qu'on n'a pas besoin de masques.
Dans le même temps, Jérôme Salomon prévient le candidat Macron que la France n'est pas prête à faire face à une urgence sanitaire, notamment une épidémie. C'est en tout cas ce que rapportent les Macron Leaks, ces notes confidentielles envoyées à la garde rapprochée du futur président et obtenues par le piratage des messageries de plusieurs dirigeants de l'AREM. Alors évidemment, là, ça peut jeter le trouble. On se dit qu'Emmanuel Macron, maintenant devenu chef d'État, passera tout de suite commande de masques pour son peuple, au cas où on en ait besoin, comme dans le cas des dernières épidémies auxquelles on a dû faire face, grippe pandémique H1N1, SRAS, Ebola. Sauf qu'il n'a pas le temps. Depuis qu'il est à l'Élysée, il est en pleine tempête. Il doit gérer les manifestations des Gilets jaunes, des étudiants, des fonctionnaires, des retraités, avocats, policiers. Les cyniques disent, comme Victor Hugo, que gouverner, c'est prévoir. Cela me rappelle mon indignation lorsque j'étais dans les cortèges de médecins battant le pavé pour dire que le gouvernement était lamentable concernant sa gestion de l'AP-HP, assistante publique hôpitaux de Paris, pour râler contre le manque de moyens de personnel. D'autant qu'au début de la crise du coronavirus, notre président affirme qu'il ne peut absolument pas présager de ce qui va se passer. Sa ministre de la Santé est on ne peut plus rassurante. Elle explique le 24 janvier que le risque d'importation depuis Wuhan est quasi nul. Le risque de propagation dans la population est très faible. Traduction, comme pour Tchernobyl, le Covid-19 s'arrêtera aux frontières. Tout va bien. Nous, les infectiologues, spécialistes de ce genre de virus, sommes doublement rassurés d'entendre la même Agnès Buzyn dire 2 jours plus tard qu'aucune pénurie de masques n'aura lieu en France en cas d'épidémie du virus sur le sol français. Comme elle est tout sourire en l'annonçant, elle dit même que d'ailleurs nous avons des dizaines de millions de masques en stock. Si on en a besoin, on peut dormir sur nos 2 oreilles. N'oublions pas que la ministre est médecin de formation. Elle sait donc de quoi elle parle. Sauf qu'on découvre, ébahi, un courrier du 30 janvier 2020 du professeur Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Il est adressé au professeur Geneviève Chêne, directrice de santé publique France et futur membre du conseil scientifique de l'Élysée. Dans cette lettre, il demande à Madame Chêne, pour gérer la crise à venir, de commander 1 100 000 masques. Un peu plus de 1 million de masques, donc, pour toute la France. Malades, soignants, professions exposées et même population générale, en pleine crise majeure. Pour combien de Français ? Ça ne fait pas lourd. Et je ne compte même pas les départements et territoires d'outre-mer. Un nombre ridicule donc, alors que les stocks sont au plus bas. Et pour couronner le tout, avec 40 jours de retard. 40 jours de retard. Jérôme Salomon, en expert de santé publique, n'a semble-t-il pas bien compris que la quarantaine, ça ne s'appliquait pas aux décisions. Avant de nous quitter, la ministre de la Santé Agnès Buzyn prend 2 mesures phares confirmées par son successeur Olivier Véran quand il arrive le 17 février. Il envoie à l'étranger les derniers masques qui nous restent. C'est déjà très fort, mais, et c'est encore plus fort, il ramène le virus en France à bord des avions de l'armée de l'air. C'est l'un des aspects les plus méconnus de la crise sanitaire qui nous a frappés. Un communiqué du Quai d'Orsay annonce, en effet, qu'un Airbus A390, affrété par la France, a bien envoyé en Chine 17 tonnes de matériel médical. Quelques jours plus tard, on apprend notamment dans un article du Point, en date du 29 février, que le foyer épidémique de l'Oise est parti de la base aérienne de Creil. Parce que les dizaines de personnes, militaires et civiles, qui ont participé au repatriement des Français vivant à Wuhan n'ont pas été confinés après leur retour. Je ne leur en veux pas, ils n'ont fait que leur boulot et dans des conditions difficiles. Mais qui a conseillé les militaires sur les mesures à prendre ? Le ministère des Armées a pourtant publié le 16 mars un communiqué catégorique démontant en bloc tout lien entre ce vol Wuhan-Paris et la transmission du coronavirus dans l'Oise. Fort bien. Mais alors pourquoi l'un des premiers et plus gros foyers épidémiques apparus sur notre territoire dans l'Oise est-il apparemment parti de la base aérienne de Creil ? Masque contre virus, une belle opération d'import-export. Là où je commence à me poser des questions, c'est quand je vois qu'Agnès Buzyn quitte le navire au moment où le Covid-19 s'immisce chez nous, pour aller parler trottinette à Paris, et qu'enfin j'entends la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, déclarer à l'issue du Conseil des ministres le 17 mars. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies, car ce n'est pas nécessaire si l'on n'est pas malade. Les masques, ce n'est pas nécessaire si l'on n'est pas malade. Certes, elle n'a pas fait médecine. Mais faut-il être médecin pour deviner qu'une personne qui tousse, l'un des symptômes phares du coronavirus, va aller voir son pharmacien ou son docteur ?
Que le malade va de fait contaminer le professionnel? Alors bien sûr, d'aucuns diront que l'entendre annoncer que les masques ne sont pas nécessaires, alors que des grappes entières de médecins, chercheurs, professeurs du service public s'indignent tous les soirs au JT, expliquant qu'il en faut des tonnes, et vite, peut donner envie de la juger irresponsable. Au moins d'être tenté de douter de sa compétence. Sauf que ce sont les Français, paraît-il, les grands responsables. Et c'est pour ça qu'ils n'auront pas de masque. Parce qu'ils ne sauraient pas comment les mettre, comme le dit toujours inspiré la porte-parole du gouvernement qui ne cesse de nous étonner. Je pourrais dire, je suis une ministre, je me mets un masque, mais en fait, je ne sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, on a du virus sur les mains, on en a une utilisation qui n'est pas bonne et cela peut être contre-productif. Dit-elle le 20 mars sur BFM TV. La plupart des personnels de santé savent mettre un masque depuis longtemps, mais sans doute pas les Français, dites-vous? Non, si bête, les Français ne sont pas si bêtes, parce que, c'est vrai, se mettre 2 élastiques sur les oreilles et déplier un bout de tissu ensuite, puis bien serrer la petite barrette sur le haut du nez, c'est de la technique de pointe, il faut sortir de Polytechnique. Pas de protection pour le peuple, donc, pas pour les pharmaciens, médecins de ville, caissiers, tous ceux qui sont au contact du public. Mais heureusement, nous les soignants, on en aura, hurrah, puisque Olivier Véran annonce le 17 mars sur France Inter que nous avons assez de masques aujourd'hui pour permettre aux soignants d'être armés face à la maladie et de soigner les malades. Alors que je suis en train d'ériger une statue à l'effigie de notre ministre de la Santé, la foudre s'abat sur moi. En fait, même nous, les premières lignes, on n'aura finalement pas de masque non plus. Ah si, on en aura, paraît-il, 1 pour 10 soignants. Et pour la semaine. Pourquoi ? Parce que la réalité, c'est aussi que ces derniers jours, la logistique a été très complexe à gérer, dit le ministre, et là on peut se laisser aller à penser qu'il nous balade. Comme tu dis Aline, elle n'a pas peur du ridicule, si bête, mieux vaut prévenir que guérir. La présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, elle, a été plus prudente que le gouvernement. Elle a commandé 2 millions de masques en Chine pour les maisons de retraite de sa région. À peine l'avion atterri début avril, la cargaison de masques est détournée sur le tarmac par l'État. Véridique. Il est vrai que quelques jours auparavant, on a assisté à des détournements de commandes de masques par certains pays. La Chine, ou plus précisément 2 associations caritatives de Chine, proposent d'envoyer 1 million de masques à la France. On attend, mais on ne voit rien venir. Les masques n'arrivent pas. L'avion a disparu des radars. Qu'à cela ne tienne, les Chinois décident d'en envoyer un autre. Le détournement le plus spectaculaire est filmé sur un aéroport chinois. 2 avions remplis de masques s'apprêtent à décoller pour la France. Des émissaires américains arrivent à l'aéroport avec des valises d'argent liquide et raflent le stock. Faut le faire, hein. La cargaison va aux États-Unis, on se croirait au Far West. Ce n'est pas grave, Olivier Véran a encore de bonnes paroles en réserve. Il parvient à dégoter des masques en France. Patatras, ils sont revendus au marché noir. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein. Heureusement, Christophe Castaner intervient. Une cellule interministérielle de crise se monte à Beauvau. Et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, finit le trafic. La police française met la main sur 40 000 masques, périmés, puis 15 000 autres. Les jours qui suivent, je suis dans mon service quand j'apprends ça. Je me joins à la danse de la joie, si j'ose dire, qu'entament les soignants dans tous les hôpitaux et les maisons de retraite, EHPAD, ainsi bien sûr que les généralistes et les soignants de ville. Grâce à ça, on va au moins tenir 2 jours. Le plus tragique, ce serait comique en des circonstances moins dramatiques, c'est que Jean-Yves Le Drian, notre ministre des Affaires étrangères, annonce fièrement à la télé que des millions de masques ont été commandés et qu'ils arriveront, tenez-vous bien, en juin. Oui, en juin, c'est-à-dire quand la première vague épidémique sera derrière nous. Dormez, braves gens, on vous protège. Trêve d'ironie, le gouvernement sur la gestion des masques n'a pas été lamentable, il a été bien plus que cela. Non seulement il n'a pas protégé ses soldats sur la ligne de front, les soignants, mais il a méprisé toutes les professions qui étaient aussi exposées à l'infection au coronavirus. Je parle des pharmaciens qui recevaient des malades et ont été contaminés par milliers. Je parle des 10 000 policiers contaminés car obligés de s'approcher pour vérifier les autorisations de sortie des Français. Et je n'oublie pas les éboueurs chargés de ramasser nos poubelles, les caissiers et autres personnels d'entrepôt, les hommes et femmes de ménage des hôpitaux, les journalistes disséminés dans les services Covid-19 pour couvrir l'actualité, les services funéraires, les laborantins à qui l'État a transmis la mission de dépistage. Je n'oublie pas non plus les routiers, ceux qui approvisionnent la France en nourriture ou en oxygène, entre autres.
Tous ces corps de métier, au cœur de la plus grande crise sanitaire de ce siècle, étaient en première ligne, sans protection. Pendant ce temps, dans de nombreux pays, y compris en Europe, on distribue gratuitement des masques à l'entrée des transports en commun. Il me semble qu'il était temps, puisque ce gouvernement nous a laissés sans masque, de démasquer leur incompétence à eux. Voilà, si vous n'êtes pas aussi abasourdi que moi, certes on le savait déjà, mais c'est bon de le lire, vous voyez, et de ne pas oublier trop vite, et pas du tout si c'est possible, cette série de scandales. Il va y en avoir 11, donc voilà pour le premier ce soir. Et puis évidemment, on va rejoindre maintenant Jean Lassalle, puisque on a bien entamé son livre et on en est arrivé à ce thème qui s'appelle « Une campagne démocratique et pluraliste », point d'interrogation, et on retrouve le vécu de la campagne de Jean Lassalle. Peut-être que ça peut nous aider pour une prochaine fois, et je vous rappelle que indépendamment du choix d'un candidat, d'une couleur, d'une orientation, d'un point de vue sociologique, ça fait des années évidemment que je prêche moi aussi dans le désert, il serait quand même bien plus prudent de voter pour ce qu'on appelle des petits candidats, parce qu'ils n'ont pas eu le temps de placer tous leurs pions dans tous les coins de l'État, que pour ces gros candidats qui sont déjà quelque part corrompus évidemment d'avance. Et c'est bien pour ça malheureusement qu'ils se retrouvent à leur poste. Donc, est-ce qu'un jour les Français vont comprendre que quel que soit le programme du petit candidat, par nature, un petit candidat susceptible de faire 2 ou 5% va moins nous emmener dans la panade? Mais non, il paraît qu'en France, il faut voter utile. Alors, on a vu où ça nous mène depuis maintenant plusieurs élections. Candidats donc et financement. Je vous rappelle que ce livre se présente comme une série de lettres qui ne sont pas datées, mais qui sont localisées. Celle-ci donc dit être écrite à Paris. Chers compatriotes, vous m'interrogez à propos de la réalité financière de ma campagne. Vous avez le sentiment que, là encore, j'en ai fait des tonnes. Dans votre lettre, vous concluez même en disant que vous ne croyez pas un seul mot de mes explications ubuesques. Vous avez cru bon d'ajouter un nota bene pour me signifier qu'une campagne présidentielle est une chose sérieuse et que nous ne sommes pas au Far West. Selon vous, la grandeur de notre démocratie assure à chaque candidat officiel un minimum légal qui permet de faire une campagne honorable. Je me suis d'abord tourné vers le Crédit Agricole. Mon grand-père paternel avait régulièrement accompli 80 km aller et 80 km retour à pied pour se rendre à Pau afin de contribuer à faire naître ce qui allait s'appeler le Crédit Agricole. Sa principale difficulté était d'éviter les copains qui lui demandaient invariablement « Où vas-tu? Que vas-tu faire? Une banque pour nous paysans? Une banque mutuelle? Mais comment peux-tu croire en pareille sottise, sornette ?» Il prenait donc la précaution de rentrer à pas d'heure le lendemain ou le surlendemain. Très naturellement, à 18 ans, j'ouvris un compte au Crédit Agricole, compte que j'ai pris grand soin de tenter de maintenir à flot. Au début des années 1980, c'est lui qui me consentit un prêt de 300 000 francs afin de créer mon entreprise. Je décidai donc d'emprunter les 800 000 euros qui, quel que soit mon score à l'élection, seraient remboursés par l'État. Tout candidat, même celui qui n'atteint pas les 5%, bénéficie en effet d'un remboursement du montant de ses frais à hauteur de cette somme. Nous avions minutieusement conçu une campagne ne dépassant pas ce plafond. Les seules petites catastrophes qui risquaient de se produire seraient dues aux dépenses non validées par le Conseil constitutionnel. Celles-ci auraient été à ma charge et non à celle du banquier. En tout état de cause, s'il en est un qui ne prenait pas de risque dans l'affaire, c'était bien lui. C'est bien lui. La publication officielle des parrainages eut lieu le 18 mars. Le premier tour de l'élection était fixé le 23 avril. Je disposais donc de 5 semaines et de 800 000 euros pour faire enfin campagne. Mon mandataire financier, Antoine Nougared, fut chargé de préparer et de signer le dossier de prêt. Hélas, au bout de 10 jours, il m'informa que la banque faisait durer la procédure. 10 jours déjà. 10 jours pour un emprunt qui est assurément remboursé par l'État? Ne parvenant pas à imaginer un traquenard, les démarches se poursuivirent. Terrible erreur. L'emprunt auprès du Crédit Agricole ne sera jamais acté. J'étais abasourdi. Ce fut finalement le Crédit Coopératif, appelé en catastrophe, qui m'avisa le 14 avril de la validation de mon dossier, soit 9 jours avant le premier tour.
si bien que j'ai mené une campagne à 260 112 €. J'ai été le candidat qui aura coûté le moins cher à la Ve République. Emmanuel Macron n'aurait dépensé que 16 698 320 €. Marine Le Pen, 12 416 567 €. François Fillon, 13 784 073 €. Jean-Luc Mélenchon, 10 676 699 €. Benoît Hamon, accrochez-vous, 15 72 745 €. Tout de même, les autres candidats ne furent pas en reste. 1 823 157 € pour Nicolas Dupont-Aignan, 1 230 843 € pour François Asselineau, 958 237 € pour Nathalie Arthaud, 782 448 € pour Philippe Poutou et 412 983 pour Jacques Cheminade. Je me suis donc débrouillé avec les moyens du bord, c'est-à-dire une équipe de bénévoles exceptionnelle, des nuitées chez l'habitant plutôt qu'à l'hôtel, et ma voiture personnelle pour bien des déplacements. À cet égard, j'aurais mieux fait de louer une voiture avec chauffeur, puisque la commission des comptes de campagne a refusé de me rembourser les frais afférents à ma voiture personnelle. Ce recours obligé au système D crée des liens forts tout en générant beaucoup de stress et un surcroît de fatigue dont un candidat à l'élection présidentielle n'a pas forcément besoin. J'ai dû annuler tout mon programme de déplacement dans les territoires d'outre-mer. Pourtant, j'étais résolu à m'y rendre tant je suis viscéralement attaché à ces lumineuses parties de nous-mêmes si heureusement situées à travers mers et océans. J'ai dû également faire l'impasse sur un meeting dans une grande salle permettant une plus large audience. Sur un tout autre domaine qui me tient particulièrement à cœur, l'Association des populations des montagnes du monde, APMM, j'ai vu la caisse d'épargne se séparer de moi. Oh, son budget est fort modeste. Je ne suis pas exempt de reproches. Pendant toute la durée de l'élection présidentielle, je n'ai pas pu suivre attentivement sa bonne marche. Durant ma longue vie publique, j'ai réalisé des millions de francs puis des milliers d'euros d'investissement avec le Crédit Agricole et avec la Caisse d'épargne. Ces deux grands organismes financiers font partie du patrimoine de notre pays. Ils sont d'inspiration mutualiste. Ils ont l'un et l'autre des relations très étroites avec l'État. Y aurait-il dans cette affaire un lien de cause à effet ? Qu'on ne se méprenne pas, j'ai l'âge de faire la part des choses. Je n'incrimine aucun des 38 000 salariés du Crédit Agricole, pas plus que ceux de la Caisse d'épargne, professionnels remarquables et passionnés. La plupart sont devenus des amis. La page est tournée, ils continuent à veiller sur mes comptes personnels et ceux de ma famille. Une seule question effleure encore mon esprit, la décision de la direction centrale du Crédit Agricole a-t-elle été suggérée par plus haut ? Je m'efforce de comprendre comment des faits certes minusculissimes à l'échelle d'un pays tel que le nôtre ont pu se passer. J'avais le sentiment qu'il fallait briser mon élan et tuer ma campagne. Ce fut docilement fait. J'ai mené une campagne d'intensité comparable à celle des gros budgets, mais avec 50 ou 60 fois moins de moyens financiers. Avec 500 000 € de plus, j'aurais été plus efficace, moins fatigué, plus percutant, plus présent partout sur notre territoire et notamment en Outre-mer où je me savais attendu. Le dilemme est vieux comme le monde. Faut-il adouber le système pour être traité équitablement ou bien continuer à lui résister seul des années durant et finir marginalisé tel une ombre ? Je me souviens d'avoir entendu l'un de mes amis me dire un jour dans un large sourire « Ce qui vaut la peine de vivre, vaut la peine de mourir ». Telle est l'impitoyable réalité que connaissent toutes les minorités. Le triomphe de quelques-uns passe par le sacrifice de ceux qui ne survivent pas. Pour ma part, j'ai choisi d'avancer à mon pas en m'appuyant sur la joie intérieure que procure l'engagement et l'obstacle surmonté. Je suis convaincu qu'il faut toucher au cœur nos concitoyens afin de susciter la prise de conscience qui permet de se libérer. Chers compatriotes, plus on s'élève dans la hiérarchie républicaine et plus le constat s'impose. Trop de grands élus parviennent au pouvoir pieds et mains liés. Qu'on se rappelle la réponse de François Mitterrand à son épouse Danielle lui demandant pourquoi il ne mettait pas un terme aux abus économiques et sociaux dénoncés avec force dans son programme. « Cher Danielle, je ne mets pas un terme à tout cela car je n'y puis rien. » Rarement aveu a été marqué par autant de lucidité et d'impuissance. Le ver est dans le fruit. Le candidat accepte des sommes astronomiques pour son financement. Soit, mais à qui le futur président est-il redevable de son élection ? Tout commence là.
À peine élu, Nicolas Sarkozy a reçu le Jet Set et CAC 40 au Phuket avant de s'embarquer sur le yacht de Vincent Bolloré. Autant de signaux pour assurer à ses commanditaires qu'il ne les oubliait pas. Au moins son attitude avait-elle le mérite de la franchise. Ses prédécesseurs et successeurs ont agi avec plus de discrétion, mais le fond du problème reste le même. Le soutien financier, étant strictement limité à 7 500 € par personne physique ou 15 000 € par foyer fiscal, quels autres leviers ont été mis en œuvre pour conduire un candidat à un budget de campagne de 16 millions d'euros ? Dès lors qu'ils sont totalement dépendants des puissances financières, ils sont bien obligés de leur abandonner les rênes du pouvoir, le seul qui vaille, celui que le peuple, souverain dans sa diversité, leur délègue. Ils ne sont plus que des élus et monarques en représentation, car ces mêmes financiers détiennent aussi le monde des médias et de l'édition. Ils sont à l'origine des réseaux sociaux, plus rien n'échappe à leur contrôle. Ils ont acquis la possibilité de baisser ou de lever le pouce, comme dans la Rome antique. Fraternelle amitié, Jean Lassalle. Et oui, Aline, les lecteurs n'ont toujours pas compris. Alors, deuxième missive pour ce soir, de façon à clôturer cette passage de l'ouvrage intitulé une campagne démocratique et pluraliste, point d'interrogation. C'est vrai que ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Vous savez qu'on est un peu les rois tous ensemble à des émissions marathon, donc je pense qu'on ne va pas échapper ce soir à notre réputation de ces émissions longues. C'est vrai que ce n'est pas forcément rentable sur le nombre de vues, mais voilà, quand on aime, on ne compte pas. Alors voici la missive suivante écrite à Lourdios Icher, un chemin bien escarpé. Chers compatriotes, plus j'avance et plus je me dis que je n'arriverai pas à vous convaincre. J'ai apprécié que vous m'ayez fait part de votre surprise à la lecture de mes explications financières. Vous avez raison, elles n'expliquent pas tout. Souffrez cependant que je continue à vous narrer ce à quoi j'ai eu le sentiment d'être confronté pendant cette campagne. Le passage devant la FNSEA et les jeunes agriculteurs constituait l'un des passages obligés des candidats. Je commençais par y évoquer la dignité de la paysannerie au même titre que celle des ouvriers, des pêcheurs et des mineurs, toutes ces catégories hors de la norme qui transmettent un métier de père en fils. Je tenais ferme le fil de mon discours devant un auditoire attentif lorsque tout à coup j'entendis des éclats de rire dans le public. J'étais pourtant en train de faire une démonstration sur Bruxelles et la PAC qui n'avait rien de comique. « Vous ne vouliez pas de la PAC ? Et vous aviez raison, vous vouliez que votre production soit achetée à son juste prix afin que vous puissiez vivre d'elle avec votre sueur, votre amour, votre ingéniosité. Vous ne vouliez pas vivre de subventions. » Malgré les rires qui montaient, je ne me démontais pas et poursuivis. À la fin de mon discours, la salle se leva et applaudit à tout rompre. J'ignorais que ces rires avaient été déclenchés par une série de questions qui s'étaient affichées derrière moi sur l'écran, du style « Comment allez-vous faire si vous êtes élu pour vous rendre à Bruxelles à pied alors que les autres iront en avion ?» Ce n'est qu'à la sortie du congrès que j'en appris les raisons, de la bouche du régisseur, un homme d'une 50aine d'années. Je ne sais pas comment vous le dire, mais j'ai commis une grave faute. J'étais en cabine lorsqu'un homme est entré en me disant qu'il y avait un problème. La partie droite de la salle n'entendait rien. Je trouvais cela bizarre, mais je suis sorti pour me rendre compte par moi-même. Eh bien, figurez-vous que ce type en a profité pour envoyer sur l'écran une série de questions directement adressées par les agriculteurs à partir de leur téléphone et qui n'auraient dû s'afficher qu'au moment du débat. Je suis vraiment désolé, je vous conseille de porter plainte car on a cherché à saboter votre intervention. Je le remerciais et quittais les lieux après avoir serré les mains qui se tendaient vers moi. Même le film de Pierre Carl et de Philippe Lespinasse, dont j'espérais qu'il retracerait la campagne, me laissa un goût d'inachevé. Il avait démarré sur les chapeaux de roue, mais ne fut achevé que 18 mois plus tard, bien après la fin de la campagne électorale. Je salue l'engagement, le dévouement et la passion dont ils ont fait preuve. À mes yeux, un fait changea le cours du tournage. Ma visite à Alep, en Syrie, et ma rencontre avec Bachar el-Assad, à l'invitation des chrétiens d'Orient et accompagné de 2 autres députés. Nous étions suivis par une importante délégation médiatique, parmi lesquelles l'AFP, France Télévisions, RTL et LCP.
Avec notre intermédiaire, et parce qu'ils en faisaient la demande pressante, ces journalistes rencontrèrent longuement Bachar el-Assad. Las, seul RTL rendit compte de cet échange et de l'ensemble de ce voyage, de la situation apocalyptique d'Alep, où les combats venaient de cesser 5 jours auparavant. À ce moment-là, je découvris que la productrice de ce film avait des idées très arrêtées. De surcroît, elle ne me portait pas en grande estime. Le film lui-même l'évoque honnêtement, et notre relation changea. Pierre et Philippe me suivirent beaucoup moins. Ma directrice de campagne ne les portait pas dans son cœur, ce qui ne facilita pas les choses. Toujours est-il que la deuxième phase de ma campagne, dont la partie officielle, n'allait pas être prise en compte dans le film. C'est pourtant là où je m'efforçais de présenter mon projet pour la France, avec 2 ouvrages à l'appui, Un berger à l'Élysée et Résistons, le temps est venu. Il me sembla que le film s'en trouvait déséquilibré. Il avait pris en compte tout le début, à savoir ma famille, ma commune, mon milieu d'origine, ma recherche intérieure, la bataille pour les parrainages. Mais l'élaboration du projet et le reste de la campagne ne furent pas traités. Je sais la profondeur des sentiments qui unissent ces 2 artistes et moi. J'ai senti que leur ouvrage présentait ma candidature volontariste, mais elle en traitait surtout les aspects atypiques et pittoresques. Le film s'acheva bien plus tard sur les rumeurs de main aux fesses dont j'étais victime à cette époque-là. Le premier moment de déception passé, comme on dit chez nous, une parole est une parole. Je n'ai mis aucune objection à la diffusion d'un berger et 2 perchés à l'Élysée. J'ai animé avec eux une bonne trentaine de projections débats. J'ai eu la surprise d'y constater un accueil plutôt favorable. Les débats y furent riches et animé, toujours bienveillant vis-à-vis d'un véritable film d'auteur et non une œuvre de propagande. Chers compatriotes, qu'on ne se méprenne pas une fois encore sur la conclusion que je tire de ce long chemin, ce sont moins les hommes qui sont en cause que le système général qui nous dirige et aliène chaque jour un peu plus le débat, la vie publique, la place de l'homme. Fraternelle amitié, Jean Lassalle. Et enfin, pour finir sur une note optimiste, cette bien longue émission déjà, heureux moment sur cette longue route, c'est écrit à Paris. Cette longue route donc vers la présidentielle, dont on sait ce qui s'est passé ensuite. Donc Paris, chers compatriotes, mon principal motif de joie de cette campagne, lors de cette campagne, fut la chaleureuse affection des Français, jamais démentie sur l'ensemble du pays, et par l'accueil que me réservèrent certains corps intermédiaires. En premier lieu, les adhérents du MEDEF. Je ne suis pas hostile au patron ni à l'esprit d'entreprise, bien au contraire, j'ai été moi-même l'un des leurs pendant plus de 30 ans. Mais je m'oppose farouchement à la financiarisation de notre économie et de l'ensemble de la société. Je devais m'exprimer après Emmanuel Macron et avant François Fillon, certes candidat en symbiose avec un tel auditoire. J'attaquais sur le mode lyrique que j'affectionne lorsqu'il me faut convaincre. Je suis fier de ce que vous faites, et d'ailleurs plus de ceux qui sont au 3e rang que de ceux du 1er, car vous passez trop de temps avec la finance et pas assez dans l'élaboration et la mise en œuvre de vos projets. Si je suis élu, je faciliterai l'accès aux fonds dont vous avez besoin, mais je vous libérerai de la finance spéculative. Contre toute attente, me voilà applaudi, et jusqu'au 1er rang où siégeaient les grands responsables du MEDEF, Pierre Gattaz et consortes. Plusieurs me demandèrent ensuite des dédicaces, firent des selfies, me congratulèrent pour mon discours. L'un des charmes de la vie politique, à côté de tant de poison, et que l'on remporte parfois des succès, ne fût-il que d'estime, là où on ne les attendait pas. Si certains applaudissements de leaders du CAC 40 étaient certainement de façade, je ressentis que beaucoup de patrons de PME et de TPE partageaient mes propos. Il est vrai qu'ils sont souvent eux aussi les victimes de ce capitalisme prédateur. Ils risquent tout dès qu'ils prennent la décision d'entreprendre. J'en ai croisé tant qui travaillent 100 heures par semaine sans même pouvoir se payer tous les mois. Ils sont de plus en plus souvent étranglés par les grands groupes, les banques, les fonds de pension, sans oublier les prélèvements et les contrôles. Leurs créanciers n'hésitent pas à les pousser à la liquidation judiciaire. Ils finissent alors surendettés et isolés face à l'adversité. Arriva ensuite le congrès des maires, porte de Versailles à Paris, durant lequel chaque candidat défile devant un parterre nourri. Emmanuel Macron parla avant moi et depuis les coulisses, je l'entendis se faire siffler à plusieurs reprises, en particulier lorsqu'il évoqua la taxe d'habitation et affirma qu'il ne toucherait pas à la loi NOTRe.
Mon tour arriva. Je me présentais à la tribune, sans note, et commençais avec une lenteur grave, tout en ponctuant mes propos d'un ou deux traits d'humour destinés à détendre l'auditoire. Puis j'abordais l'essentiel. Le maire français a toujours été le maire le plus puissant du monde. Jadis, grâce à la volonté du roi qui contrebalançait avec lui les pouvoirs exorbitants des seigneurs et des curés. La République a poursuivi dans la même voie. Elle n'hésita pas à faire de lui l'un des piliers du régime. Le maire, c'est donc l'élu de la France éternelle. Il se tient au plus près de sa population. Il en connaît les ressources et les besoins. La loi NOTRe a détruit cela. Elle a défait ce qui faisait société au plus près de nos concitoyens et du terrain. Notre organisation territoriale, patiemment tissée depuis si longtemps, est devenue un champ de ruines. Ce maillage multiséculaire des communes fondant un lien naturel entre l'esprit de nos si vieilles communes et de l'État a été réveillé d'un trait de plume. Les lois NOTRe, MAPTAM et MAPTAM et régions ne figuraient dans aucun programme électoral. Elles nous ont imposé des espaces intercommunaux tellement vastes qu'il faut des hélicoptères pour en faire le tour. Nos maires s'efforcent tant bien que mal de rester debout. Ce sont 36 000 sentinelles veillant sur la France, avec leurs centaines de milliers de conseillers municipaux bénévoles élus. Malgré tout, ils constituent le dernier rempart de notre relation sociale et humaine. La commune doit retrouver le plein exercice de sa clause de compétence générale. Elle doit retrouver la liberté de s'organiser avec ses voisines, de s'associer, de recréer des communautés de communes à taille humaine. La loi NOTRe doit être abrogée. Les maires doivent retrouver leur pouvoir. La commune représente la base même de la vie démocratique et sociale. Je terminai mon discours sous un tonnerre d'applaudissements. Après mon passage, une journaliste du Figaro sollicita une interview. « Je vais vous faire un encadré ». Je l'acceptais d'autant plus volontiers que son journal n'évoquait jamais ma candidature. Cette femme me déclara d'emblée « Vous avez conquis une salle entière avec des propos respectueux et enthousiastes, sincères et pragmatiques. » Je répondis à ces questions en développant mon projet en faveur des élus et des maires. Le lendemain, j'achetais tous les journaux, pas un mot nulle part de mon discours. Quelques citations avaient tout au plus été reprises sur Internet et rien dans le Figaro. Un encadré, certes, mais pour évoquer la force du verbe macronien. Le hasard voulut que je tombe nez à nez avec cette journaliste en sortant du café où je venais de prendre mon petit déjeuner. Nous nous serrâmes la main. Elle me fixa droit dans les yeux. « Je n'ai pas pu passer votre interview », me déclara-t-elle d'une voix sincère. Je me suis heurté à un refus total de la rédaction. Malgré un budget de campagne très limité, j'ai toutefois pu me rendre en Corse. Je me demande si cette plongée dans l'île de beauté n'a pas compensé en grande partie les coups qui venaient de m'être portés. L'avant-dernière semaine, j'y fus accueilli avec une flamme que je n'aurais jamais imaginée. Flamme qui a été source d'une joie intense, la plus belle de cette campagne. Le déplacement avait été préparé par Céline Alléaume avec Marion Casanova, attachée parlementaire du député Camille de Rocca-Serra. J'étais attendu en Corse du Sud, dans le village d'Ucciani, pour une merendella. C'est au bout d'un bon kilomètre sur la route montant à Ucciani que je me rendis compte que celle-ci était bordée de voitures pare-choc contre pare-choc de part et d'autre de la chaussée. Plus je montais, plus les véhicules étaient en rang serré, tandis qu'une foule colorée et joyeuse montait à pied. Je fus immédiatement reconnu avec enthousiasme. Je posais la question, mais que se passe-t-il d'aussi important pour qu'il y ait autant de voitures et de monde ? On se croirait à une arrivée d'étape du Tour de France. « Mais c'est pour vous, monsieur le président », me répondit-on en chœur. « Nous allons à la fête qui est organisée en votre honneur à Ucciani. » Je n'en croyais pas mes yeux. Cet accueil, l'apéritif et le repas resteront à tout jamais gravés dans ma mémoire, tout comme l'hymne corse « Diu vi salvi Regina » qui suscita un moment d'intense émotion. Il était le prélude à l'un des plus beaux concerts qu'il m'était été donné d'entendre. Je répondis aussi aux longues interviews passionnées des journalistes de Lille. Corse Matin et France 3 Corse ont relaté ces moments de manière inoubliable. À 21h, j'arrivais à Cutoli-Corticciato pour une rencontre citoyenne. Compte tenu de l'heure tardive, je pensais ne rencontrer que le maire et quelques conseillers municipaux. Il n'en était rien. La mairie était déjà comble et une foule compacte attendait devant la porte.
Après un discours du maire d'une rare intensité, nous engageâmes un débat avec l'ensemble des participants qui allait se poursuivre jusqu'à 3 heures du matin. À Bastia, quelques heures plus tard, je connus une euphorie incommensurable. Monsieur le maire vint me récupérer à l'hôtel à 7h30 afin de rejoindre la mairie située une centaine de mètres plus loin. Pourtant, je ne la vis pas. La foule se massant le long de notre parcours, un arrêt s'imposait dans chacun des cafés joyeux qui le bordaient. À une vingtaine de mètres du but, ma directrice de campagne me signifia qu'il était 11h30, l'heure de partir d'Ardard. Nous avions mis plus de 3 heures pour accomplir, tenez-vous, 60 mètres. La plupart des caméras et micros des grands médias nationaux nous accompagnèrent la matinée durant. Ils semblaient prendre leur pied dans ce bain de foule aussi imprévu qu'enthousiaste. Mais dans les jours qui suivirent, aucun média, sinon corse, ne fit état de ce moment intense de la campagne. La même situation s'était déjà présentée quelques jours plus tôt à Marseille. Elle se reproduira le lendemain à Saint-Denis. De l'avis des très nombreux journalistes présents, je venais pourtant d'y provoquer l'un des plus gros rassemblements de la campagne. Je ne fus pas étonné d'apprendre les résultats exceptionnels que j'avais obtenus sur l'île de Beauté, pas plus que je ne le fus de voir arriver 5 semaines plus tard 3 députés indépendants au Palais Bourbon. Ils représentaient le seul mouvement qui avait ouvertement participé à mon périple. J'enchaînais déplacement sur déplacement, tous empreints du même enthousiasme, mais il me fallait être à Paris où les grands plateaux TV s'enchaînaient à une vitesse vertigineuse. Un jour après avoir atterri à Villacoublay à 4 heures du matin, j'en ai enchaîné 14 à la suite. Le soir même, je participais au seul grand débat auquel était convié l'ensemble des candidats. Je me sentais très bien accueilli sur tous ces plateaux. Il se passait enfin quelque chose. Je savais pourtant qu'il était trop tard. Chacun avait choisi son petit Fillon, son petit Macron, son petit Mélenchon, son petit Hamon. Le vote utile triomphait. Je n'avais pas pu ou pas su y trouver place. Chers compatriotes, voyez-vous, je suis capable de parler de la joie communicative de ceux que je rencontre. Je me sens vivant. Je suis prêt à continuer à poursuivre la route et même à gravir des montagnes. Fraternelle amitié, Jean Lassalle. Alors Dominique nous dit c'est un homme que je découvre, ce Jean, et je regrette de ne pas m'y être intéressé avant. Moi de même, d'une certaine façon, bien que Léna et moi, on ait vu évidemment le film dont il est question dans ce chapitre, et on l'a vu, je ne vous le cache pas, avec très très grand intérêt. Eh bien écoutez, merci d'avoir été avec nous aussi longuement ce soir. Ça fait 1h17 que nous sommes ensemble pour ceux qui ont pris l'émission à son tout début. Grande richesse, je pense, des uns et des autres de ces auteurs. On a été successivement avec Marilyn Vido, avec son livre Petit traité de la connerie. On a été également avec Christian Perrol. Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise? Bien sûr, on va poursuivre ce périple de lecture demain. Et puis demain, on va aborder un sujet qui, je suis sûr, puisque notre chaîne existe et quelque part a connu son déploiement tout simplement grâce aux Gilets jaunes. Je n'oublierai jamais la gratitude que je leur dois grâce au live que j'ai relayé jour après jour. Eh bien, ils m'ont offert en retour cet auditoire dont vous faites partie, mais dont je n'aurais jamais pu atteindre les 10 000 auditeurs que nous allons bientôt être sur la chaîne. Je vous rappelle que avant la fermeture de notre chaîne en février, je crois, 2020, je perds la notion des dates, ou c'était l'année d'avant, je ne sais même plus, non, c'est pas possible, l'année d'avant. Donc, nous avons dû repartir de zéro pour cette chaîne, et que nous étions alors, grâce aux Gilets jaunes, on ne le dira jamais assez, 15 000 abonnés sur Brest Buzz. On est reparti littéralement de zéro, et contrairement à ce que pensent certains, il ne suffit pas de rouvrir une chaîne pour retrouver les 15 000 abonnés. Donc, on approche aujourd'hui des 10 000, il a fallu tout reconstruire de A à Z. Et puis demain, on va donc pouvoir rendre hommage par la voix de Jean Lassalle aux Gilets jaunes avec ce thème du livre qui s'intitule « Le jaune, couleur de leader ?» point d'interrogation. Et on va successivement passer en revue au fil de ces missives la vie en jaune,
La vie des ronds-points, vous allez voir, c'est très richement décrit et intéressant, une missive assez longue, et puis rassembler les Français. Donc voilà ces missives pour ce chapitre des Gilets jaunes, au cœur du mouvement des Gilets jaunes. Donc ça nous en fait 4 là, pour autant que je puisse en juger, avec vraiment beaucoup de pages sur ce dernier thème, et puis diviser pour mieux régner. C'est là que j'ai commencé, voilà. Et puis, eh bien, c'est comme ça que ça va s'achever pour le thème consacré à le jaune couleur de leader. Et puis, bien, les prochains thèmes, ça sera s'unir. Pour le prochain thème sera ensuite s'unir pour le pire. On vous retrouve, si c'est possible, dès demain. Si ça ne l'est pas, eh bien, ça sera après-demain. Peut-être sans les possibilités de montage qu'on a ici. Merci Mokfi Sam, bravo, c'est vraiment sympa, ça fait du bien. Et j'espère que vous allez trouver autant d'intérêt que nous à ces émissions et peut-être nous aider à en entraîner d'autres de façon à ce que toutes ces informations essaiment. On a un devoir littéralement d'information et de résistance. Donc les amis, je vous laisse en compagnie de notre générique de fin et puis je vous dis bien évidemment à bientôt pour une prochaine émission. Passez une excellente nuit régénératrice. Force et honneur, on lâche rien les amis. Merci Aline et puis à bientôt. On vous retrouve avec grand plaisir dans peu d'heures finalement. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères.